threads Reddit et surtout les threads horreur. Quand je tombais sur des threads Twitter, je suais, je me disais oh, ils vont tous m'harceler pour que je le fasse. Et ça ratait pas, je recevais 10 000 messages. Aujourd'hui, on va pas aller sur Twitter pour trouver un thread qui est en fait une fiction. Tous les threads Twitter qu'on a fait, c'était des fictions à chaque fois, qui étaient hyper cool, mais c'était des fictions. On va retourner sur le subreddit Let's Not Meet, où je le rappelle, les gens ils racontent des trucs pas très cool qu'ils ont vécu, pas forcément paranormal, mais des trucs très flippants, très creepy. On en avait déjà fait plusieurs, mais il y avait pas des nouvelles histoires qui étaient genre folles, qui étaient transcendantes, qui nous mettaient dans tous nos états, qui nous donnaient envie de ne plus dormir pendant un mois. Et ben aujourd'hui, je les ai ces histoires. Elles datent de quelques années toutes celles-là, mais je suis allé piocher très loin pour les trouver. Mais elles sont horribles. Laissez-moi vous raconter l'histoire de John. Je la déteste. John vit en Floride et ce que je vais vous raconter s'est passé 3 semaines après l'ouragan Irma. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, me direz-vous? Bah vous allez voir, ça a son importance. Quelques mois auparavant, il a divorcé avec sa femme, il a donc emménagé dans un nouveau quartier, qui est un quartier fermé dans lequel chaque maison appartient au même propriétaire ou à la même société de location. C'est un petit quartier, il y a environ 15 maisons et elles sont toutes autour d'un lac artificiel. Comme c'est un petit quartier, tout le monde se connaît, il y a régulièrement des fêtes, des petits barbecues qui sont organisés, tout le monde y va, mais pas John, qui est très déprimé de son divorce et qui préfère pas trop aller à des événements sociaux comme ça. Mais il s'est quand même fait un pote, c'est son voisin d'à côté, qui s'appelle Steve et qui est un ancien Marines. Ça met en haleine, n'est-ce pas? Moi j'ai été happé par ce texte. Bon, on en vient au cœur du sujet. John, il a une fille qui s'appelle Alice, qui vit avec sa mère, mais qui tous les week-ends va chez son père, chez John, pour le voir. La chambre d'Alice est celle qui fait face au lac, donc la fenêtre de la chambre d'Alice est face au lac elle aussi, et ça aussi sera son importance plus tard. Petite précision, je rappelle que dans les fenêtres aux US, t'as souvent une moustiquaire, vous savez, un filet, donc on peut pas passer à travers puisqu'il y a la moustiquaire qui bloque. Bon, John explique que comme tous les papas du monde, il est fou amoureux de sa petite fille, il compte les jours, la semaine, parce qu'il a hâte d'être le week-end et de la voir, et il a la haine qu'il y a eu l'ouragan Irma parce que ça l'a empêché de voir sa fille pendant 3 semaines. Bref, Irma est passé, le courant revient à la normale, tout le monde a re de l'électricité, a tout le confort dont il a besoin, y compris John qui accueille de nouveau sa petite fille chez lui tous les week-ends et qui est au paradis. Sauf que cette fois, il se passe des trucs très bizarres. Alice a commencé à se plaindre auprès de John de la chanteuse qu'elle n'aimait plus et qu'elle ne voulait plus voir. Rien que ça. Alors bien évidemment, John, il rationalise le truc. Donc il a d'abord pensé qu'elle parlait soit de son ex-femme, soit d'un professeur à l'école, soit d'une copine, enfin d'un truc comme ça. Sauf que dans la nuit du samedi au dimanche, Alice se réveille en hurlant comme si elle avait vu un meurtre. Il n'y a rien de pire pour un père que ça, je pense. Le coup de pression est total. John, héroïque, court dans la chambre d'Alice pour voir ce qui se passe. Il allume la lumière et il voit sa fille cachée sous sa couette en train d'hurler. Alors il lui demande ce qui s'est passé et Alice répond de la pire manière possible. Elle montre un coin de la chambre du doigt et elle dit « Regarde ». Moi je ne regarde pas le coin, je prends Alice, je saute par la fenêtre et je déménage. Bon, John a plus de courage que moi apparemment, il regarde le coin et il y a rien du tout. Ni dans le coin, ni sous le lit, ni dans le placard. Vraiment le truc classique du film d'horreur, il n'y a rien. Mais Alice insiste et lui dit, il y avait la chanteuse et je veux pas qu'elle revienne, s'il te plaît papa, fais en sorte qu'elle revienne pas. Mais enfin les fantômes ça n'existe pas, arrête Alice. John s'est dit que c'était une mauvaise nuit, ça arrive, il y a des nuits on fait plein de cauchemars, du coup il l'autorise à dormir avec lui. Et pour le moment il réalise pas à quel point c'est grave ce qui se passe. Mais il a quand même de l'instinct parce que le lendemain, il va faire un truc très malin, il va aller acheter un babyphone. Vous savez, c'est comme des micros en gros. Il y a un micro dans la chambre du gamin et le parent entend tout ce qui se passe dans la chambre. Il achète ça juste pour rassurer Alice, pour lui dire que voilà, il entendra tout ce qui se passe et que s'il y a le moindre problème, il sera là en 1 seconde et qu'elle n'a plus à s'en faire ou à avoir peur ou à être stressée par cette histoire. Les babyphones sont installés, Alice s'endort, elle fait une nuit calme et paisible, tout se passe bien. Et John pense que tout ça, ça appartient maintenant au passé et que ça n'arrivera plus. Quelle erreur! Le week-end d'après, Alice ne peut pas venir chez John parce qu'elle est tombée malade. Elle a chopé un petit virus qui traînait à l'école. Et tant mieux d'ailleurs. Je pensais pas dire ça un jour, mais tant mieux qu'elle soit tombée malade. Samedi soir, 2h du matin, John se réveille parce qu'il y a du bruit, une voix féminine qui fredonne des comptines dans le babyphone. Il est bien réveillé, il ne rêve pas et il entend quelqu'un fredonner des comptines dans la putain de chambre de sa fille. Il explique qu'il a été pris d'une peur totale et encore plus lorsqu'il a entendu la personne dire la phrase suivante: Alice, es-tu réveillée? John, il saute de son lit et il verrouille la porte de sa chambre parce qu'il sait que sa fille court pas un danger puisqu'elle n'est pas là. Elle est restée chez sa mère parce qu'elle était malade. John prend son portable, il appelle son voisin Steve qui kiffe les armes à feu et qui est un ancien Navy, je vous le rappelle, et il lui explique qu'il entend une meuf chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Steve, il part au quart de tour, il sort de chez lui. À partir de là, John sort enfin de sa chambre, il court devant pour rejoindre Steve et il voit Steve en train de pointer avec une arme une meuf qui est accroupie par terre et qui était la meuf qui s'amusait à chanter des berceuses dans la chambre de sa fille. Toutes les fois où Alice a dit à John qu'elle voulait plus que cette personne vienne chanter des berceuses, etc.,
C'était pas des cauchemars, c'était bien réel. Il y a bien quelqu'un toutes ces nuits qui s'est infiltré chez John et qui a chanté des trucs à sa fille. C'est horrible, tu dois dire putain ma fille elle était en danger, elle m'a prévenu mais je l'ai pas cru. Tu dois culpabiliser comme jamais, c'est horrible. Alors qui était cette personne? C'était Jean, la femme du mec qui entretient le quartier. C'est une meuf qui fait des patrouilles pour assurer la sécurité des gens du quartier. Et du coup, quand ils l'ont grillée et qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu foutais, elle s'est défendue en disant non mais je faisais une patrouille, j'ai cru voir quelqu'un entrer dans la chambre de votre fille. Alors que bien entendu ces patrouilles elle les fait pas du tout à 2h du mat, hein, elle les fait le soir bien avant 2h du mat. Enfin bon voilà, une rencontre extrêmement creepy qui a dû se traduire par un gros sentiment de culpabilité pour John et c'est ça qui est horrible dans cette histoire. C'est vraiment ton enfant te dit un truc et tu rationalises mais non t'inquiète tout va bien t'inquiète, sauf qu'il avait raison. Et du coup tout ça a fini par l'installation de barreaux à la fenêtre de la chambre de Alice pour que ça n'arrive plus jamais. C'est triste d'en arriver là mais je pense que quand ça t'arrive tu mets des barreaux, tu mets de l'acier, tu mets tout ce qu'il faut pour être tranquille. Bref ça décale de 6 ans et demi environ le moment où j'aurai un enfant. Alors laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire de Tom qui est une histoire qui va vous être un petit peu plus familière parce que ça s'est passé dans les bois et il a vécu ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre. Je sais pas si vous êtes déjà allé camper en forêt, en colonie ou juste de par vous-même parce que vous avez envie de vous taper un petit kiff. Forcément on a peur, il y a plein de petits bruits partout, ça fait flipper et parfois même on fait des rencontres cheloues. Tom décide d'aller camper en forêt avec 3 de ses potes, Bennett, Kyle et John. C'était peut-être même le John de l'histoire d'avance, il a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il explique que c'est un délire qu'ils font pour renouer les liens. Chaque année ils vont en forêt, ils vont camper parce que depuis qu'ils sont plus à l'université bah ils se voient beaucoup moins mais ça leur manque. Le premier jour tout s'est passé nickel, ils arrivent, beau soleil, ils mettent en place le feu de camp, les tentes. Le soir ils boivent un petit peu de trucs non alcoolisés parce que c'est meilleur pour la santé et ils vont dormir en ayant passé une merveilleuse journée. Bref tout va bien, y a rien à dire. Le lendemain pareil, toute la journée tout se passe bien, ils arrivent en milieu de soirée et là ils font un petit jeu pour s'amuser que je trouve un peu atypique mais bon. Ils se plaquent au sol en boucle et ça les fait marrer. Et dans la bataille en plein délire de potes, John se fige et dit aux autres vous avez entendu? Entendu quoi, John? Kyle fait un petit plaquage à John pour lui remettre les idées en place. Il continue à se plaquer. C'est bizarre ce jeu, je comprends toujours pas. 10 minutes plus tard, ils sont crevés à force d'avoir fait ce petit jeu et ils décident d'aller se poser dans la tente. Et là, Tom entend un petit ricanement. Comme ils étaient tous un peu pompettes, Tom se dit que c'est l'un de ses potes qui ricanait pour ce qui s'était passé avant, etc. Il demande aux autres s'ils ont entendu ce qu'il vient d'entendre. Les autres lui disent mais non, c'est toi qui as rigolé. Lui, il dit mais non, c'est pas moi qui ai rigolé. Et après un petit blanc de 4 secondes, ils vont tous en courant dans la tente. D'ailleurs, ça me fait rire ce réflexe parce que rares sont les moments de ta vie où tu es aussi vulnérable que dans une tente. En fait, c'est vraiment l'endroit où tu ne vois rien de ce qu'il y a autour, mais tout ce qu'il y a autour sait où tu es. Je déteste ça. Tom, il prend la putain de hache qu'ils ont, qui est la seule arme qu'ils ont sur le campement, le seul truc avec lequel il peut se défendre, puisqu'ils avaient ça pour couper du bois et faire du feu. Petite précision, Tom et ses potes là, ils sont pas allés camper, vous savez, dans des endroits qui sont dédiés à ça, où du coup il y a plein d'autres campeurs, il y a du passage, etc. Là, ils sont juste allés au bord d'une forêt en voiture, ils ont marché 1,5 km vers le milieu de la forêt et ils ont foutu leur campement là. Ce qui veut dire que si t'entends quelqu'un rire et que c'est pas quelqu'un de ton groupe, ce n'est pas du tout normal. Et en plus, comme c'est pas prévu pour les campeurs, il y a pas de réseau. S'il y a un problème, tu es baisé. Vous êtes assez oppressé, c'est bon? Moi, c'est bon, je suis pas mal là. Les dizaines de minutes passent et Tom, vu qu'il était un peu pompette, il s'assoupit et il s'endort. Il est réveillé 1 heure plus tard par le même putain de rire qu'ils ont entendu avant. Après quelques secondes, il voit un doigt qui appuie sur la tente. À partir de là, il sait qu'ils ont pas halluciné et qu'il y a bien quelqu'un qui est là. La personne fait le tour de la tente et arrive au niveau de l'entrée. Et là, s'écoule plusieurs secondes sans qu'il ne se passe rien. La personne ne bouge plus, les gars dans la tente ne bougent plus et tout le monde est probablement en PLS à espérer que tout se passe bien. Et d'un coup, Bougadi Bougadi! Je suis désolé si vous avez eu peur, mais c'est ce qu'ils ont vécu. La personne secoue la tente en criant Bougadi Bougadi. Ok! Cal se réveille en hurlant et le mec qui est à l'entrée de la tente rigole très fort de nouveau et se casse. Tom et ses amis ont passé le reste de la nuit à ne pas dormir. À peine le soleil se lève, Tom et ses potes courent à la voiture, ils ont vite détalé et ils ont heureusement pas du tout croisé quiconque sur le chemin. Donc ils ne savent pas qui est venu cette nuit-là, quelles étaient ses intentions et surtout est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose s'ils étaient sortis de la tente quand le gars était là. Plein de questions sans réponse. Par contre, il y a une question qui reste pas sans réponse. Est-ce qu'ils ont refait du campement? Oui! Sauf que maintenant ils vont dans les fameux spots à camping où il y a des espaces dédiés du coup pour le camping. Et là on voit que c'est des américains. Tom maintenant amène toujours une arme à feu. Toujours il a avec lui un gun. Il n'y a pas plus ricain. Bon, morale, quand vous allez camper, faites pas n'importe quoi. N'allez pas au milieu d'une forêt pour vous faire kiffer, blablabla. C'est mieux d'aller dans des spots prévus pour. Vous éviterez les grosses frayeurs comme Tom et ses amis cette nuit là. Ça l'a vraiment traumatisé et je pense effectivement pour avoir déjà fait du camping que si ça m'arrivait, bah je serais traumatisé à tout jamais. Bon, dernière histoire qui est trop chelou. C'est une mécanique qu'on a jamais vu avant. C'est gratuit. Il s'est mangé un truc gratuit dans la gueule qui n'a aucun sens. Alors, Noah c'est un mec qui a 17 ans, ses parents sont partis en congé pendant un mois et il vit dans un petit quartier agréable, plutôt éloigné des autres quartiers qui sont autour de celui-ci et il s'y plaît grave. Comme pour John, comme c'est un petit quartier, il y a souvent des petits événements qui sont organisés pour réunir tous les voisins. Noah il connaît donc presque tous les habitants de son quartier, il peut presque donner le nom de tout le monde d'ailleurs. Et c'est un quartier qui est très calme, genre après 21h, il y a plus de bruit, il y a plus personne dehors parce que c'est que des familles et voilà, c'est très posé. Noah son kiff dans la vie, c'est les peintures en aérosol. Un soir à 22h, il décide qu'il a envie d'en faire et du coup il va dans son garage. Pourquoi? Parce que c'est la zone la mieux ventilée de toute sa maison. Bref, 22h, Noah commence
commence à tendre une toile pour peindre et là quelqu'un se pointe devant son garage. Noah l'a entendu arriver, donc il s'apprête à lever les yeux et à dire bonjour à un voisin, sauf qu'il lève les yeux et il voit quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il décrit le gars comme étant un mec de 1m90, maigre et qui semble parfaitement normal. Noah ne le connaît pas, mais il explique que comme c'est un tout petit quartier, ils sont très sympas les uns avec les autres, y compris avec les gens qui connaissent pas. Donc Noah a pas de raison de se méfier, ça fait 17 ans qu'il est sur la planète et 17 ans que bah tout va bien, il fait la discuter avec des inconnus, tout se passe bien. Donc il lui dit salut mec, comment ça va? Ce qui est une manière plutôt cordiale d'entamer la conversation, je vous l'accorde. Le gars se présente donc à Noah, il dit qu'il s'appelle Xavier et qu'il vient d'emménager dans la maison à l'angle de la rue. Noah connaît la famille qui habite dans la maison dont parle Xavier et il lui dit donc ah t'habites chez les Miller. Et Xavier explique à Noah qu'en fait c'est ses cousins et qu'ils ont accepté de l'héberger jusqu'à ce qu'il règle quelques trucs. Honnêtement pour le moment il y a pas de quoi se méfier. Xavier va ensuite dire je ferais mieux de partir, je dois faire quelque chose. C'était sympa de vous rencontrer Noah. Attends mais Noah il s'est jamais présenté? Comment le gars le connaît? Mais Xavier lui dit que les Miller lui ont beaucoup parlé de lui. Ok. Alors nous ça peut un peu nous choquer, mais pas Noah, parce qu'en fait il est assez proche des Millers, il a même gardé des enfants à eux quand il était plus jeune. Donc oui c'est fortement possible qu'ils aient parlé à leur cousin de Noah. Le lendemain, dimanche, Noah c'est un BG, il décide d'aller faire un petit footing vers son lycée qui se situe environ à 5 km de chez lui. Et pendant qu'il court, il y a une voiture qui se met à rouler à sa hauteur, et au volant bien entendu c'est Xavier. Xavier propose à Noah, qui est assez loin de chez lui, 5 km, de le ramener. Noah décline l'offre, il explique qu'il kiffe courir, qu'il va rentrer en courant, il adore ça. Et Xavier lui propose d'aller boire un café. Noah est très fermé, et Xavier veut absolument que Noah monte dans cette voiture, c'est inquiétant. Et là, Xavier ouvre la porte passager, fait un geste de la main à Noah pour lui indiquer de monter, et il se met à gueuler. Il lui dit, viens, monte dans la putain de voiture, tranquille. Pas tranquille du tout, j'ai refusé 5 fois. Bon, là Noah, il voit que Xavier est un peu insistant, et du coup, il décide de prendre la fuite, de lui dire, c'est ciao, j'ai des amis qui m'attendent à l'école, et il trace à son école. Il y appelle un ami pour qu'il vienne le chercher, et il voit au loin la voiture de Xavier, qui est d'ailleurs toute cabossée, se barrer. Quelques jours plus tard, il y a un barbecue chez des voisins. Tous les voisins y vont comme d'hab, y compris les Miller. Noah va les voir, parle avec eux, et au bout d'un petit moment, il leur dit au fait j'ai rencontré Xavier. Ce à quoi ils répondent qui est Xavier? Les Miller ne connaissent aucun Xavier et encore moins un certain Xavier qui aurait emménagé chez eux et qui serait leur cousin. Donc le mec que Noah a déjà vu 2 fois est un pur mytho. Dans le quartier, il y a un voisin qui est policier qui s'appelle Paul et du coup, les Miller et Noah vont prévenir Paul de ce que Noah a vécu. Paul peut pas faire grand chose, il dit juste à Noah de l'appeler s'il le croise, s'il le voit au loin, s'il y a le moindre problème qu'il hésite pas. Il s'engage aussi à faire des patrouilles pendant plusieurs semaines dans le quartier en espérant tomber sur ce fameux Xavier et découvrir quelles sont ses intentions en fait, parce que c'est un gros mytho. À partir de là, pendant 2 semaines, plus aucune nouvelle de Xavier. Noah ne le croise plus, ne le voit plus, il pense que c'est du passé, qu'il s'est définitivement barré avec sa voiture qui a bossé, sauf que non. Un soir, Noah rentre assez tard de chez un ami, il va dans sa cuisine, commence à se faire à manger, et là il entend quelqu'un qui frappe à la porte. Dans le doute, il regarde dans l'œil de la porte, et qui y voit? Ce cher Xavier. Il sait que Noah est là puisqu'il l'a entendu venir vers la porte d'entrée, et du coup il lui dit qu'il s'excuse, qu'il voulait pas s'énerver, qu'il passait une mauvaise journée, et bref qu'il a merdé. À ce moment précis, Noah se chie totalement dessus, il aimerait hurler et dire à Xavier de dégager, le menacer d'appeler la police, etc. Sauf qu'il y a rien qui sort. Vous savez, c'est ces moments horribles où tu sais ce qu'il faut faire et tu le fais pas parce que t'es tétanisé par la peur. C'est horrible. Xavier enchaîne, lui répète qu'il s'excuse et il lui demande d'ouvrir la porte. Il lui dit qu'il lui fera aucun mal, il veut juste que Noah il ouvre la porte. D'ailleurs, il essaie de l'ouvrir lui-même, sauf que la porte est verrouillée, donc il peut pas rentrer. Comme la dernière fois en voiture, il se met à s'énerver, il se met à crier sur Noah pour qu'il ouvre la porte. Et pendant ce temps-là, Noah il est derrière la porte et il est tétanisé. Il est là à se faire crier dessus par un mec qu'il connaît pas, qui essaie d'entrer chez lui par effraction. C'est quoi cette situation de merde? L'enfer. Xavier continue à brûler la porte, à lui dire d'ouvrir et à dire ils nous attendent. Ils nous attendent. Est-ce que ces mots font peur? Oui. À ce moment-là, le chien de Noah percute enfin qu'il y a un truc anormal qui se passe. Il descend de l'étage et il se met à aboyer sur la porte. Là, on se dit, bon, présence d'un chien, ça fait toujours flipper un mec qui veut rentrer chez toi et qui veut te voler des trucs ou qui veut te kidnapper, tout simplement. Pas du tout. Xavier se met à rigoler et il dit, ils m'ont jamais dit que t'avais un chien. De qui il parle, mec? Grâce aux aboiements de son chien, Noah il reprend ses esprits. Il fonce dans le garage parce qu'il se souvient qu'il y avait laissé son téléphone. Il le prend et il appelle Paul, le fameux flic du quartier. Il y a un petit temps qui passe entre le moment où il appelle et le moment où Paul et la police arrivent. Et du coup, quand ils sont arrivés sur place, Xavier était plus là. Aucune trace de Xavier. À partir de là, Paul il part vivre quelques jours chez les parents d'un pote à lui, avec son pote, parce que c'est un peu traumatisant ce qu'il vient de vivre quand même. Et il revient quelques jours plus tard, une fois que ses parents à lui ont changé toutes les serrures et portes de la maison. Ils ont pris 0 risque et ils ont eu raison. Noah n'a plus jamais eu de nouvelles de Xavier. La police a continué pendant 1 mois à faire des patrouilles très régulières dans le quartier. Ils sont jamais tombés sur lui. Et du coup, Noah ne sait toujours pas ce que ce gars lui voulait. Et c'est la question moi aussi que j'ai. C'était qui? Bordel! Qui fait ça? Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires d'horreur. Elles étaient assez longues aujourd'hui, mais en même temps, plus le temps passe, plus les histoires qui m'affectent sont celles qui sont assez longues. Parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de contexte, et c'est là où je suis dedans, quoi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. S'il y a des moustiques, laissez la fenêtre fermée. Parce que la petite moustiquaire là, les gens passent à travers, puis ils chantent.